Boker Tov, docteur Daniel Gugnaï, merci d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis, fidèle au poste pour cette chronique économique hebdomadaire, au cours de laquelle nous essayons d'aborder des sujets qui sont d'intérêt public, on va dire, pour essayer de mieux faire comprendre à nos auditeurs certains phénomènes économiques et sociaux. Alors, le premier phénomène, eh bien, il se rapporte au salaire dans la fonction publique. Alors, effectivement, régulièrement, une fois par an, je crois, un rapport est publié sur les salaires dans la fonction publique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a parfois des salaires mirobolants dans la fonction publique. C'est souvent le cas dans les coupotrolim, mais pas seulement. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, depuis plusieurs années, le ministère des Finances, ceux qui sont chargés surtout des salaires, publie une fois par an un rapport. On appelle ça sur les hauts salaires, premièrement, pour montrer, et ils pensent que le fait de montrer qu'il y a des salaires importants fera que réfléchir les gens avant de les recevoir. Et le premier, effectivement, exactement comme vous avez dit, ceux qui sont qui reçoivent de très hauts salaires sont d'abord des médecins spécialisés. Un médecin spécialisé à Dassa a reçu 250 000 shekels par mois. Comment est-ce possible? Expliquez-nous. Oui, je me demande même comment ça se fait que ceux qui connaît le nom de l'heureux élu? Oui, hein, oui, enfin, ils n'ont pas dit le nom, ils ont dit où ils travaillent. Okay. Et à Adassa, et que c'est un médecin spécialiste dans l'hôpital d'Adassa. Mais ce qui est étonnant, je me demande, à tel point où un salaire est tellement important, il faut normalement des gens qui vérifient, qui donnent cette possibilité de le faire. Et il faut passer par le ministère des Finances, je pense, pour des choses, et pour des salaires de ce niveau. Et je me demande comment c'est arrivé à tel point de 250 000 shekels par mois. Oui, parce que parfois, il faut oui, peut-être qu'il s'agit des fois de retard ou de bonus. Ou, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon. Je crois que alors, comment expliquer qu'il y ait tellement des salaires aussi mirobolants dans cette fonction publique, oui, qui sont salariés, qui sont payés par le contribuable? Oui, exactement. Exactement. Ça vous laisse bouche bée, oui, je sens. Oui, je pense que ils jettent une fois par an le pavé dans la mare. Et ce qui est très, très important, c'est de voir de l'autre côté, il se publie aussi des écarts de salaire par rapport... Oui, parce que effectivement, dans la fonction publique, il y a aussi des salaires extrêmement bas. Hein. Il y a des gens, c'est assez impressionnant, mais on peut savoir, il y a des gens qui travaillent même parfois et souvent à temps partiel, qui vivent en deçà du seuil d'éligibilité, pas du seuil d'éligibilité, du seuil de pauvreté. Oui. Et qui ne reçoivent pas un salaire minimum, même oui, presque. Tout à fait ce que vous dites. Et une des choses dans ce rapport qui a été donné sont par rapport à ce qu'on appelle les assistants sociaux, des oved socialistes en Israël, ceux qui s'occupent justement d'aider ceux qui ont des problèmes. Et ils ont dit que le salaire moyen de ces gens-là sont 10 000 shekels. Alors c'est souvent des gens qui travaillent des années. Maintenant, le ministère de la Finance, même là-dessus, à l'OCA Pavadamar, il a dit que si c'est quelqu'un qui travaille en étant assistant social dans le Bitoach Lomi, dans ce qu'on appelle l'assurance sociale, il sera le Bitoach Lomi, alors il va gagner 20 000 shekels. Ce qui a énormément scandalisé les assistants sociaux qui dit, ça ne représente pas nous. Ce qui nous représente, c'est d'avoir seulement 10 000 shekels et dans des mauvaises conditions. Et donc, maintenant, un troisième point qui est intéressant, il y a donc dans ce truc public, dans le secteur public, il y a donc comme vous avez parlé, les coupotrolim, les hôpitaux et tout ça. Et il y a ce qu'on appelle les reshoots même shaltiot, c'est-à-dire ceux qui s'occupent, ça peut être reshoot Khatchanou, de la nouveauté, ce sont de l'innovation. Comme le Shido, bon, c'est différent, ça a été privatisé un petit peu. Et ce sont des semis entre le public et le privé. Et là, les salaires sont quand même très importants. C'est aussi, par exemple, la Chevrat Arachma, la compagnie d'électricité, c'est entre 20 et 30 000 shekels. Or, il faut savoir, parce que j'en ai été, que c'était dans la rechute terrestre, qu'en fait, il y a une partie qui gagne des très hauts salaires autour de 50 000 shekels par mois, et beaucoup de gens là-bas qui sont au niveau beaucoup moins important, qui gagnent entre 10 et 20 000 shekels ou même moins. Et donc,
c'est aussi problématique et ça apparemment, bien que ce rapport chaque année, le fond ne change pas. Alors, ça nous conduit tout de suite au second sujet que vous vouliez évoquer, c'est est-ce que les Israéliens, selon un sondage, sont satisfaits de leur travail? Parce qu'il ne suffit pas d'être payé, il faut savoir aussi voir si on est aussi heureux de travailler ou là où on travaille. Exactement. À mon avis, c'est surtout à cause de notre chronique. Alors que dit ce sondage? Voilà, c'est à mon avis, hier, ça a été publié ce sondage. À mon avis, c'est surtout parce que c'est notre chronique aujourd'hui, voilà, pas parce que c'est pourri, parce que c'est pas quelque chose qui est rigolo. Le premier point qui a été fait dans ce sondage-là, où c'est une entreprise qui s'appelle Magalim qui fait justement, qui étudie ce que vous venez de dire, c'est à part le salaire, est-ce que les gens sont contents de leurs conditions de travail? 40% des gens qui travaillent, des salariés, je ne pense pas que vous en faites partie, disent qu'ils se sentent dans leur travail shroukim, abîmés, usés. Ah non, mais moi je me sens bien. Hein. Voilà, c'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. À Calita, apparemment, c'est le Canada, c'est le paradis. On a des conditions paradisiaques. Alors apparemment, les gens sont contents de venir travailler ici, mais au niveau national, et c'est un point important, 40% se disent usés par leur travail. Le nombre, ils parlent de 30% de gens qui prennent plus de congés maladie qu'ils n'en ont besoin. Ça veut dire qu'ils ont un problème par rapport à leur intérêt au travail. Et surtout, quelque chose qui est très important, je pense, le troisième point dans ce sondage, 25% des gens disent qu'ils voudraient bien changer de métier. Une fois, il y a quelques semaines, je voulais vous parler de ça, il y a un rapport qui est sorti qui est, à mon avis, assez inquiétant. Israël, point de vue de la formation professionnelle, lorsqu'on est déjà dans une entreprise ou on travaille dans le secteur public, apparemment, les sommes qui sont données pour la formation continue qui permettrait aux gens de sortir de l'endroit où ils sont et de se performer, malgré qu'on voit, nous, on peut voir peut-être des choses qui sont faites à ce sujet, les sommes qui sont données pour la formation continue, on dirait, des gens qui travaillent, est la plus basse de l'OCDE. Et c'est et c'est étonnant, et je pense que ça fait partie aussi de ce problème, de dire que les gens se sentent, voudraient changer de travail et apparemment on ne leur donne pas les conditions pour le faire. Alors, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui préoccupe, on va dire, tous les Israéliens, tous ceux qui soit possèdent un appartement, ils sont nombreux, soit sont locataires dans des immeubles. C'est ce qui s'appelle le Vaad Bayit. Alors, le Vaad Bayit, c'est une véritable institution, on va dire, c'est le syndic. Hein. C'est une sorte de syndic, hein, si c'est exact. Dites-moi si je traduis exactement. Et donc, c'est l'ensemble des copropriétaires ou des parties. Voilà, c'est l'ensemble des copropriétaires qui gèrent, on va dire, les espaces publics dans les immeubles. On parle de la fin du Vaad Bayit, pourquoi? Hier, le Globe a sorti ça, un pavé. Mais vous, justement, c'est des gens qui viennent de France, connaissent justement le syndic. C'est-à-dire que c'est une entreprise, souvent en France, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles, qui s'occupe de tous les problèmes de l'immeuble, depuis vider les poubelles, jusqu'à payer. Alors c'est vrai, en Israël, il n'y a pas de syndic. En Israël, la plupart justement, ce que vous dites, on va dire dans l'Israël socialiste, on a conservé une forme de structure de comité de copropriété. C'est exact. C'est dans la loi des années 50, et on parle là-bas en hébreu de Tzigud Abayit, mais on appelle ici, on l'appelait Vaad Bayit ici, maintenant des gens, mais en vérité, dans la loi, c'est le Tzigud Bayit. On dit que dans chaque maison, immeuble, il devrait y avoir quelqu'un qui s'occupe. Maintenant, ils se sont rendus compte que, si vous voyez, avant, c'était surtout des petites maisons dans les années 50, et maintenant, c'est devenu des grands immeubles. Et des tours. Ah oui, bien sûr, des tours. Et donc, ils disent que... mais dans les tours, ça semble normal que ce soit des syndics qui soient... Mais alors, ils disent que... Et en plus, même dans... D'ailleurs, à mon avis, ils payent tellement cher que c'est la moindre des choses. Oui. Mais même, ils ont dit, dans des appartements, dans des immeubles qui ont 4 ou 5 étages, les tâches qui sont données à celui qui doit s'occuper de ça sont beaucoup plus importants et beaucoup plus astreignants et de conséquences pour les gens, qu'on peut
plus, comme vous le dites, s'abriter derrière un des voisins ou deux qui accepteraient d'être volontaires. Et alors hier, le ministère de la Justice, le matin, a lancé à tout le monde ce qu'on appelle un col courrier en Israël, c'est-à-dire un appel en disant, voilà, nous voulons changer la loi, le but est d'obliger apparemment de passer par des entreprises qui s'occuperaient de ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je savais jusqu'à la fin du mois d'avril. Et Ayelet Shaked, hier soir, a dit, vous avez fait ça sans me demander la permission. Bon, c'est une question je ne veux pas rentrer ça politique. Elle s'est beaucoup mis en colère contre ce que les fonctionnaires dans son ministère ont fait sans lui demander. Et elle dit elle voudrait simplement enlever même dans la loi cette obligation d'avoir un Vad Bayit. Elle, c'est sa façon de voir. Ce sera sûrement parce que tel que je connais les choses, c'est souvent les fonctionnaires qui décident. Et de toute façon, c'est un besoin qui est. Il y aura sûrement dans les mois qui viennent, ça prendra un certain temps puisqu'il faudra une loi, une réflexion très intéressante à ce sujet. Et je pense et qui montre aussi la façon dont l'habitat va changer en Israël. Et c'est intéressant de savoir que apparemment à terme, au moyen terme, ça restera pas comme maintenant. Et c'est Eh bien, c'est très intéressant. Et avant de terminer, voilà, je voudrais terminer, puisqu'on est à la veille de Purim, par ce que vous avez appelé un miracle de Purim. Alors, expliquez-nous de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de cette entreprise de Gan Yavne qui fournit Siemens, le consortium allemand informatique, et on va dire c'est un véritable consortium Siemens. En quoi cette société est particulière ? Toujours dans ma chronique, et comme on l'a fait ici, on soulève des fois des points qu'il faut améliorer, disons, dans l'économie ou dans la société israélienne. Et là, c'est très intéressant. Vous savez que Siemens fournit les wagons des trains, surtout dans tout le pays. Et il y a une loi en Israël, qui est une loi qui dit que si une entreprise étrangère va faire un travail très important pour l'État, alors elle devra acheter à une entreprise du pays ou à des entreprises du pays des choses en ce qu'on appelle Rechesh Gomlin, en échange de ce grand marché qu'elle a eu. Et alors Siemens avait besoin, pour une partie des objets ce qu'on appelle Chalakim en hébreu, des objets qu'elle utilise pour faire justement des choses dans le monde entier, des trains ou des choses comme ça, avait besoin de certains objets. Et elle s'est renseignée en Israël si elle pouvait les avoir. Une petite entreprise qui s'appelle Or Yosef de Gan Yavne a dit, moi je peux le faire. Et c'est un contrat de plusieurs millions de shekels d'abord. Ça lui permettra à cette entreprise non seulement d'être à Siemens, mais apparemment d'être connue avec ça mondialement, parce que Siemens est une entreprise mondiale. Ouais. Et ils sont venus plusieurs fois, les gens de Siemens, pour voir si cette entreprise a effectivement la capacité, la qualité de le faire. Et bien sûr, l'État aussi a aidé. Il y a une rechute. Ça veut dire, quand vous dites une petite entreprise, combien d'employés? Je ne sais pas. Il n'est pas dit, mais toute petite entreprise, je ne sais pas. Ça ne doit pas être très, très important. Et elle a eu ce marché, ce qui prouve que, encore, et je crois que c'est ça le message qu'on doit donner à Purim, qu'on peut arriver, Israël a des moyens, il y a des forces vives ici qui permettent même d'être connues mondialement, parce qu'il n'y a pas seulement des mélanox, il y a aussi d'autres choses, et c'est bien de le dire, et c'est un signe d'encouragement. Eh bien voilà, merci beaucoup docteur Daniel Guggenheim de nous avoir éclairé sur tous ces sujets, d'avoir terminé sur une note purimique, ou purimesque, comme on pourrait dire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite également une bonne fête de Purim et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, dans quelques instants, nous retrouverons Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire qui terminera cette heure d'actualité sur Studio Qualita.